Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous publiez Géopolitique du Covid-19 aux éditions Erol. C'est un livre qui nous décrit ce qu'on a appelé le monde d'après. Ça veut dire que le virus, même s'il n'a pas fini de tourner, il a d'ores et déjà changé le monde, et ça profondément. Oui, il a changé parce qu'il y a déjà des structures géopolitiques qui existaient mais qui ont été renforcées, qui ont été intensifiées ou cristallisées par le Covid-19. Notamment, par exemple, la relation sino-américaine qui était déjà d'une très grande rivalité mais qui maintenant est vraiment d'une opposition farouche, une vraie confrontation. Il y a d'autres événements aussi. Et donc, il y a eu un moment Covid-19 puisque des choses que l'on percevait sont apparues avec une clarté évidente. Le fait que le multilatéralisme, qui est pourtant nécessaire dans un monde globalisé parce qu'aucune des réponses aux défis collectifs qui nous sont posés ne peut être individuelle, et que ce multilatéralisme soit en crise, qui a été d'ailleurs une des causes de la rapidité de l'expansion du Covid-19. Cette crise a été renforcée par le Covid-19. Donc là, on voit effectivement que ce moment, il y a eu un changement géopolitique important lors de cette crise. Alors, vous expliquez notamment que les Occidentaux vont désormais sans doute arrêter de regarder de haut le reste du monde. Il le faudrait, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Mais en tous les cas, ils le devraient. Ils le devraient parce que quand la crise a éclaté, on s'est dit c'est pas pour nous. Les pandémies, c'est en Afrique, c'est en Asie, mais nous, on est riches, on est bien portants, on a un système de santé qui est vraiment ultra performant. Et pourtant, vous expliquez que tous les signaux étaient là, que les avertissements étaient là, qu'il suffisait de lire les publications officielles et les agences de presse. Oui, on a dit maintes fois, attention, une pandémie peut survenir et elle pourrait avoir des effets catastrophiques sur un pays, le bloquer. On n'en a pas du tout tenu compte parce que on s'est dit, oui, ça c'est des scénarios extrêmes. En fait, on met ça dans les livres blancs pour multiplier les scénarios, pour les habiller un peu. Mais les vraies menaces, ça reste le terrorisme, ça reste, etc. Et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas, on se croyait à l'abri. Et effectivement, le monde occidental, qui a depuis déjà quelques temps perdu le monopole de la puissance et de la richesse, a aussi, il y a une sorte de juin 40 sanitaire. On s'est rendu compte qu'on n'était pas aussi performant qu'on le pensait. Mais quand vous dites pas aussi performant, si on regarde d'ailleurs les tableaux aussi que vous publiez, on s'aperçoit que les Occidentaux ont plutôt été les moins performants. Effectivement, les pays asiatiques sont à la fois modernes pour beaucoup d'entre eux, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, et ont été attentifs. Dès le 1er jour, dès le 1er janvier, ils ont pris des mesures sanitaires, les tests, etc. Les masques, ils y sont habitués. Et puis en Afrique, finalement, la jeunesse du continent les a un peu protégés. Et quand on fait le tableau du nombre de morts, pas du nombre de morts global, parce que le vrai tableau, c'est le nombre de morts par habitant, eh bien on voit que dans le peloton de tête, c'est les pays européens et les États-Unis. Les Chinois, ce sont les grands gagnants aujourd'hui. La diplomatie sanitaire, alors par exemple les aides envoyées à plus de 80 pays, y compris des pays occidentaux, même des hôpitaux de New York, ça, c'est quand même un incroyable retournement de l'histoire, que ce soit la Chine qui aille sauver, en tout cas qui aille à l'aide de ces grandes puissances. Parce que normalement, en fait, c'est nous, les Occidentaux, qui allons aider les autres. Et là, on a appelé à l'aide d'autres. Il y a des médecins cubains dans les Antilles, etc. Donc, effectivement, là aussi, on devrait prendre une leçon de modestie. La Chine est gagnante pour deux raisons. La première, sa diplomatie du masque a été parfois jugée agressive. Elle en faisait un peu trop. Et quand on en fait trop, ça peut se retourner. Ça s'est retourné contre elle en Occident, mais pas dans le reste du monde. Pas en Afrique, par exemple, où elle a marqué des points. Et là aussi, il ne faut pas juger toujours le monde d'un point de vue occidental, mais voir comment le reste du monde réagit. En Amérique latine, en Afrique, la Chine n'a pas été diabolisée comme elle a été pour sa propagande sur les masques. Et surtout, elle est gagnante de par la défaite américaine. Parce que c'est la première crise mondiale depuis 1945 dans laquelle les États-Unis ne jouent pas un rôle majeur et un rôle pilote de leader. Et la désertion du champ international pour des raisons de politique intérieure de Donald Trump a laissé la porte ouverte à la Chine, qui s'est engouffrée avec grand plaisir dans cet espace qui était une fois de plus déserté par les États-Unis. Ça veut dire que le monde de demain, il sera dominé par ce duel sino-américain pour la première place, pour la suprématie mondiale. Oui, c'est nettement l'ambition de Xi Jinping, c'est que la Chine reprenne sa place naturelle, la première, qui a été la place de la Chine tout au long de l'histoire, sauf au cours des 2 derniers siècles. Donc c'est ça l'objectif. Il a une vision de temps long.
Oui, contrairement à Trump qui, lui, a l'horizon bloqué sur le 3 novembre et son éventuelle et de plus en plus improbable réélection. C'est ça aussi pourquoi la Chine avance plus et plus vite que les États-Unis, c'est que les Chinois ont le temps long, les Américains ont le temps court. La Chine faisait 10% du PIB américain lorsqu'elle a adhéré à l'OMC en 2001. Elle en fait aujourd'hui 65%. Alors la crise du Covid-19 ne va pas les permettre de passer les États-Unis, mais le rattrapage, il est là. Et c'est ça qui crée une angoisse aux États-Unis. Parce que ça nous annonce de grandes tensions. Oui. Entre la Chine et les États-Unis. Elles sont déjà là parce que même si Biden était élu, il reprendrait un agenda de confrontation avec la Chine parce que le seul élément de la politique de Trump qui reçoit un soutien bipartisan aux États-Unis, c'est la confrontation avec la Chine. Pourquoi ? Parce que les Américains pensent que la première place leur revient de droit, qu'ils l'ont toujours eu de vue humaine. Depuis 1945, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Et puis ils estiment que comme ils sont un pays exceptionnel, ils la méritent naturellement. Donc le fait de se voir mordre les chevilles et de voir dans le rétroviseur la Chine qui fonce sur eux, ça crée une angoisse extrêmement importante aux États-Unis. Et la réponse qu'ils vont donner à cela, la confrontation ou la détente, comme l'avait fait Nixon et Kissinger avec l'URSS. Mais l'URSS, au plus fort de la guerre froide, n'a fait que 40% du PIB américain. Donc là, on voit quand même que la confrontation est tout à fait différente. Et l'Europe va regarder. Non, l'Europe ne regarde pas. D'ailleurs, il y a eu quand même des bonnes nouvelles. J'ai changé le chapitre sur l'Europe au cours de la rédaction parce que la première réponse européenne a été catastrophique. C'était en fait 27 réponses nationales différentes. Et puis, il y a eu le plan franco-allemand, le plan de la Commission, ce qui s'est passé au bout d'un long et difficile accouchement au cours de ces 5 jours. Mais quand même, des tabous européens ont été brisés, notamment le fait d'avoir une dette commune. Et ce qui est important, c'est que l'Allemagne a bougé. L'Allemagne a abandonné ses positions traditionnelles sur ces questions de la dette. On se demandait si on avait une Europe allemande ou une Allemagne européenne. Eh bien, on a eu une Allemagne européenne. Finalement, ce virus, il a fait se rétablir les frontières. Tout le monde l'a constaté. Est-ce qu'il sonne le glas d'une certaine vision de la mondialisation? Dans votre livre, vous dites l'ivresse de la mondialisation. Oui, le fait qu'il n'y a plus de frontières. Moi, j'ai jamais cru à la fin des frontières. Global, Mais il y a toujours eu des frontières, y compris avant le Covid-19. Regardez, tous les conflits qui agitent le monde sont des conflits de frontières, des conflits de territoire avant tout. Donc les frontières ont toujours existé. On a cru qu'elles avaient disparu. Il faut pas croire maintenant qu'elles seront toujours hermétiques comme elles le sont aujourd'hui. On restera pas dans un monde où il est interdit d'aller dans 150 pays. Au fur et à mesure, les frontières vont se réouvrir. C'est passionnant. Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle cette crise du coronavirus. Pascal Boniface, merci. Je précise en plus que la préface est de Roselyne Bachelot, qui n'était pas encore ministre de la Culture. Merci.